Bonjour, bienvenue dans Point de vue. Point de vue, nous allons débattre de 4 sujets avec vous, nos invités et vous, amis internautes. L'actualité, c'est aujourd'hui le projet de loi sur l'immigration en préparation et cette question, comment le gouvernement va-t-il pouvoir s'en sortir? Sa marge de manœuvre est étroite et sa majorité n'est pas forcément godillot. Le délégué général de La République En Marche a peut-être du mal à contrôler ses troupes. On verra si Christophe Castaner fait le job ou non. On s'arrêtera aussi un instant en Corse pour notre 3e thème. Depuis la victoire des nationalistes aux élections régionales, plusieurs dossiers sensibles sont sur la table, dont celui des prisonniers corses. Le gouvernement doit-il autoriser leur retour sur l'île? On verra cela. Enfin, nous parlerons de la laïcité, quand Emmanuel Macron a choisi, lui, de ne pas en parler. Oubliez l'idée d'un grand discours dont le président a le secret. Le silence est d'or, dit-on finalement à l'Élysée. Alors pourquoi cette prudence est-elle justifiée? On en parle dans un instant, mais d'abord un rapide tour de table pour présenter nos invités. Bonjour Jérôme Jaffray. Bonjour. Vous dirigez le Centre d'études et de connaissances sur l'opinion publique, le CECOP, et vous êtes l'auteur de Le Front National face à l'obstacle du second tour. C'est paru à la Fondation pour l'innovation politique. Merci d'être avec nous. Bonjour Laurent Bouvet. Bonjour. Vous êtes politologue, vous enseignez la théorie politique à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines et vous êtes le cofondateur du mouvement Le Printemps Républicain. Printemps Républicain dont on va parler puisqu'il est à l'origine de la journée Toujours Charlie organisée samedi dernier à Paris. C'était donc à propos 3 ans après les attentats de Charlie. Et vous êtes aussi l'auteur de La gauche zombie, chronique d'une malédiction politique. C'est paru chez Le Mieux. Bonjour Nathalie Funès. Bonjour. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Vous êtes journaliste politique à l'Obs. Obs, dont la couverture cette semaine fait beaucoup parler. On va la voir à l'écran et on va en parler dans un instant. Et bonjour Alexis Brézé, bonjour Mariam, directeur des rédactions du Figaro. Figaro qui ce matin a fait sa une sur le sujet de l'immigration et qui est titré « Immigration, la fermeté de Macron à l'épreuve ». Donc, sujet effectivement ô combien d'actualité. C'est le dossier le plus délicat du moment. Ce projet de loi cristallise les oppositions à gauche et parmi les associations de soutien aux migrants, et puis plus dangereux pour le gouvernement au sein même de La République En Marche. Alors, assiste-t-on à un début de fronde? Les associations de défense des migrants ont été reçues aujourd'hui par le Premier ministre. Mais d'abord, si vous voulez bien, on va s'arrêter un instant sur la couverture de l'Obs, puisque nous avons la chance de pouvoir en parler avec vous, Nathalie Funès. On va vous donner la parole en défense, mais d'abord un petit tour de table, cette couverture qu'on voit donc à l'écran avec la tête d'Emmanuel Macron et des fils barbelés. Est-ce qu'elle vous choque, Jérôme Jaffray? Écoutez, l'Obs en tout cas fait parler de lui, c'est quand même un objectif légitime pour les journaux. En même temps, c'est un vrai grand débat. Alors, est-ce qu'il faut des barbelés autour du visage d'Emmanuel Macron? Je ne le pense pas. Mais on voit bien qu'il y a un clivage important qui est en train de se creuser, car il y a un double angle d'attaque, ce qui est très rare s'agissant d'Emmanuel Macron, qui jusqu'à présent les évite soigneusement. Pour la gauche, on perd son âme en prenant des mesures contre les migrants. On y reviendra, j'imagine. Et pour la droite, on parle, mais on n'agit pas vraiment. Donc des deux côtés, ça tape, et espérons que pour lui que ce ne sera pas de vrais barbelés. Laurent Bouvet. Oui, moi je pense que cette couverture, comme d'autres à l'Obs ou dans d'autres journaux, participe d'une forme assez, que moi je trouve vraiment détestable dans la presse, d'un mouvement qui est de faire de la morale en fait, de ne plus rentrer dans le débat par la politique mais par la morale. Il y a les bons et les mauvais, les bons et les méchants. Et le président de la République, en l'occurrence, le gouvernement, la majorité, mais peu importe, ça pourrait être quelqu'un d'autre, ça pourrait être Mélenchon, ça pourrait être, il n'y a pas de... ou Le Pen, il n'y a plus d'analyse politique. Il y a... c'est mal, voilà. Donc la politique du gouvernement sur les migrants, c'est mal. On ne connaît pas le projet de loi, on va en reparler tout à l'heure, précisément. Il y a encore des débats, on va en parler au sein de la République En Marche. Mais c'est mal, voilà. Et donc l'Obs, bon, moi j'ai l'impression que c'est une gauche morale, si vous voulez, qui fait la morale, qui ne fait plus de politique. Il y avait eu un célèbre article de Marcel Gauchet dans Le Débat, les premiers numéros du Débat en 1980, qui disait les droits de l'homme ne sont pas une politique. On ne peut pas avoir un projet politique qui se réduise à on est pour les droits de l'homme, point, sans penser à la situation, sans penser à ce que ça veut dire, etc. Et là, on y est, quoi, voilà. Alexis, les bons, les méchants, c'est un peu binaire? Moi, je vais surenchérir ce que dit Laurent Bouvet.
Pardon de vous dire ça. Vous avez bien fait de venir. C'est la première fois que vous venez, c'est pas très sympathique. Mais comment dire, à la limite, parler de morale, pourquoi pas? On peut avoir un point de vue moral sur les choses, mais encore faut-il que ce point de vue moral soit exprimé avec une certaine subtilité, étayé. Et là, pardon, mais ça me paraît absolument caricatural et finalement assez bête. C'est-à-dire, ça veut dire quoi, cette couve? Des barbelés, un fond rouge, noir et blanc. Enfin, le message subliminal, il est absolument clair. C'est Macron en gardien de camp. C'est le point Godwin. C'est la réduction ad Hitlerum. Voilà. Si on a telle position sur l'immigration, on serait Hitler. On a le droit de ne pas être d'accord avec Macron. Moi, je pense qu'il a plutôt raison. Mais à la limite, on a absolument le droit. Mais de dire que parce qu'il a cette position, il est Hitler... C'est pas tout à fait ce qui est dit non plus. Écoutez, pourquoi noir, rouge et blanc? Pourquoi les barbelés? On donne la parole à Nathalie Funès dans un instant. J'ai un dernier procureur, c'est Christophe Castaner, on va l'écouter. Il a commenté cette couverture, on l'écoute. Ça, c'est le choix éditorial de l'Obs qui pense qu'il faut faire ce type de une pour mieux vendre. Peut-être que ça leur permettra de mieux vendre. J'avoue que ça ne correspond pas à la ligne éditoriale du lecteur que je suis, de l'abonné que je suis à titre personnel de l'Obs. Et effectivement, quand j'ai vu cette une, elle m'a choqué parce qu'elle ne correspond pas à la réalité. Donc on peut faire de la retape, il y a des magazines qui sont spécialisés pour cela. J'avoue que celle de l'Obs m'a un peu surprise. Mais c'est une remarque très personnelle que je vous fais de quelqu'un qui est abonné depuis de longues années. Nathalie Funès, la parole. Oui, donc on va remettre les choses un petit peu à plat. C'est une couverture, donc c'est une image, donc avec tout ce qu'elle a de réducteur, parce que c'est une image et peut-être de caricatural. Le noir, le rouge et le blanc, bon, il y a Time Magazine aussi qui l'utilise, donc c'est pas forcément, voilà, ça veut pas dire forcément que c'est les couleurs hitlériennes. Moi, ce qui m'intéresse davantage, c'est de parler du fond du débat et pas de la couverture, de la typographie, etc. Et en l'occurrence, ce qu'on a voulu montrer dans le cadre de cette une et dans le cadre du dossier, c'est que la France, pays des droits de l'homme, ça on peut pas le nier. La France, qui était le pays dans les années 30, qui était le premier pays d'immigration au monde devant les États-Unis, aujourd'hui, elle arrive bon dernier en termes de demandeurs d'asile. Si on rapporte au nombre d'habitants, elle est derrière la Suède, évidemment, derrière l'Allemagne, évidemment, mais aussi derrière la Belgique, derrière les Pays-Bas, derrière l'Italie, etc. Donc voilà, il y a une tradition d'accueil de la France qui, pas seulement sous Macron, c'est pour ça qu'il ne faut pas réduire ça à Emmanuel Macron, mais qui, ces dernières années, a été relativement dévoyée. La volonté quand même d'image choc, elle a fait débat, parce que... Ah ben elle fait débat. Enfin, on ne peut que constater sur Twitter ou sur les plateaux télé comme aujourd'hui qu'elle fait débat. Effectivement, la couverture fait débat. Mais je pense que du coup, c'est un débat qui occulte le vrai débat de fond sur la politique migratoire de la France. C'est vous qui faites la couverture. Oui. Mais après, peut-être qu'à un moment donné, on peut arrêter de parler de la couverture et peut-être parler de la politique migratoire. Alexis Rézé, sur le... Parlons du fond alors, puisque... on ne reviendra pas sur cette couverture, ce numéro où Jean-Marie Leclésio quand même parle de déni d'humanité. Déni d'humanité insupportable. Déni d'humanité, crime contre l'humanité, tout ça. Non, ouais. Je ne sais pas. Déni d'humanité insupportable, oui. Écoutez, nous, en tant que citoyens, quand on rentre chez soi le soir et qu'on trouve des gens dans la rue, des enfants... Que la France n'est pas accueillante. Quand on a été à Calais, ce qui a été mon cas, on peut évidemment parler de déni d'humanité quand même. C'est une blague. Non, c'est pas une blague, c'est une blague de dire que la France n'est pas accueillante. Il y a eu... Cette année, c'est des chiffres qui n'ont jamais été atteints. 100 000 demandes d'asile. Oui, 100 000 demandes Sur ces d'asile, 100 000 demandeurs d'asile, combien ont été raccompagnés à l'extérieur? Non, mais il y a deux choses. Attendez. Non, il y a même plus que deux choses. 4%. C'est pas moi qui le dis, c'est Castaner ou là. Donc ça veut dire que sur ces 100 000, 96 000 soit ont été acceptés, soit ne l'ont pas été, mais sont restés. Donc dire dans ces conditions que la France n'accepte pas et n'accueille pas sur son territoire un certain nombre de gens, c'est une blague. Et la vérité, et tout le monde le voit, et c'est ce que pense l'immense majorité des Français, c'est qu'aujourd'hui, la France n'a pas les moyens d'accueillir à la fois des réfugiés politiques bien réels, il y en a, et d'y ajouter l'immense masse des réfugiés économiques. Là, quand vous parlez des 100 000, d'ailleurs, c'est des demandeurs d'asile. Oui. Donc des gens qui ont fui leur pays, parce que, les 100 000, c'est les demandeurs d'asile. C'est les chiffres de l'OFPRA qui viennent d'être publiés, et c'est 100 000 demandeurs d'asile l'année dernière. Vous aviez des Ivoiriens. Donc demandeurs d'asile, ça veut dire... demandeurs d'asile.
leur dossier, ça c'est la demande d'asile sera étudié, tout à fait. Instruit. Ce ne sont pas tous des réfugiés politiques. Non, tout à fait. Mais quand on dit demandeurs d'asile, c'est des réfugiés politiques d'une part, mais ça peut être aussi des femmes qui ont été victimes d'agressions sexuelles. Tout le monde ça peut a être aussi des homosexuels qui ne peuvent pas. Non. Il y a des règles très strictes. Ce sont des Albanais. Qui sont les Albanais n'obtiennent être acceptés, mais ils ne l'obtiennent pas, mais ils restent quand même. On peut le demander. À une très petite minorité, le droit d'asile. Non, ils ne l'obtiennent pas, mais ils ne partent pas. Et on peut avoir le droit d'asile quand on est homosexuel, par exemple, et qu'on a été sénégalais et qu'on a été dans son pays soumis à différentes choses, qui fait qu'on ne pouvait plus rester dans son pays. Et ça, c'est un motif pour obtenir le droit d'asile. Bien sûr, il y a plein de motifs, mais les gens qui le demandent ne sont pas. Bien sûr. On peut le demander. On ne vous demande pas de motifs, de prouver des motifs quand vous le demandez. C'est quand le dossier est instruit. Et grosso modo, on arrive à peu près à une petite moitié de demandeurs d'asile qui aujourd'hui en France obtiennent le droit d'asile. Les autres restent. Vous êtes d'accord avec ça? De toute façon, il va juste donner la parole à Jérôme. On va redonner les chiffres que vous donnez aujourd'hui dans le Figaro. On ne vous mettra pas tout de suite d'accord, en tout cas pas. Manifestement. Mais si vous voulez, du point de vue de Macron, maintenant, essayons de nous placer du point de vue de Macron et de sa politique qu'il mène, qui est très difficile, effectivement, à justifier auprès des Français, parce que vous avez tous ceux qui estiment qu'on laisse rentrer trop d'immigrés en situation irrégulière, et qu'on n'arrive pas à reconduire aux frontières. Donc, en réalité, les gens restent dans des situations difficiles où ils n'ont pas de papier, où ils n'ont pas une situation qui est normale, alors que certains sont là depuis des années. Donc ça, il y a le problème de l'humanisme. Pour un certain nombre de Français, ça compte. C'est-à-dire que si, par exemple, des migrants sont dans des centres d'hébergement d'urgence, on ne souhaite pas forcément qu'on puisse rentrer dans ces centres d'hébergement d'urgence pour faire des contrôles. Cette question de la circulaire. Bon, mais en même temps, le message de fond, c'est un message de dissuasion. C'est-à-dire, il s'agit d'empêcher, vous dites que la France est un des pays qui accueille le moins d'immigrés, de migrants. Je parlais des demandeurs d'asile. Dans le cadre de la procédure d'asile. Le message consiste à dire que la France n'est pas accueillante précisément par rapport à d'autres pays pour éviter des entrées beaucoup plus massives et beaucoup plus importantes dans une situation où le pays n'est pas en état, ni économique, ni dans sa consentement national, de l'accepter et de le traiter correctement. Donc c'est un message qui est plutôt, je dirais, tourné vers l'extérieur que vers l'intérieur. Oui, tout à fait. C'est la fameuse théorie de l'appel d'air, mais qui n'est pas vraiment concrétisée sur le plan... Sauf que vous dites que la France est celle qui accueille le moins, donc ça marche bien. Oui, mais c'est pas forcément lié uniquement à sa politique d'accueil. C'est pas lié forcément à sa politique d'accueil. On a vu au moment de la grande crise migratoire de 2015, de l'été 2015, que beaucoup de migrants justement préféraient aller en Allemagne ou en Scandinavie ou en Suède. Oui, mais c'est aussi parce qu'il y avait un travail ou en Angleterre qui leur ouvre en revanche moins les bras. Pas du tout même. Donc voilà, mais c'est aussi parce qu'ils savent que là-bas il y a des communautés qui sont déjà implantées, qui correspondent à leur et davantage de travail. Donc on peut pas réduire juste à la gentillesse du pays qui accueille les flux migratoires. On va revenir sur un terrain un petit peu plus politique en écoutant Christophe Castaner qui justifiait ce matin sur France Info le projet de loi. On l'écoute un instant puis on en parle de soi. Ça fait des années que sur la question des réfugiés, on cherche des oppositions politiques totalement stériles entre les uns et les autres, entre les généreux et les autres. Mais nous ne sommes pas généreux quand nous ne sommes pas en capacité d'accueillir dans de bonnes conditions celles et ceux qui ont le droit fondamental de trouver protection en France. Alexis Brézy, pas de générosité, effectivement, quand on n'est pas capable d'accueillir tout le monde. Ben oui, ça me paraît le bon sens même. Et pour rebondir sur ce que disait Jérôme, je ne crois pas que Macron prenne un grand risque politique à se montrer ferme sur cette question. L'opinion est quasi unanime. Alors il prend un risque vis-à-vis d'un certain nombre de médias, de relais médiatiques, de relais associatifs, de personnalités. Mais au fond, les Français sont demandeurs de fermeté, de droite comme de gauche. C'est un moyen, notamment pour lui, d'aller au-delà de son électorat. On parle toujours on dit finalement Macron, il représente les catégories supérieures, la bourgeoisie, de droite, de gauche, etc. Mais en se montrant ferme sur l'immigration, il s'adresse aussi à cette France populaire de droite ou de gauche, ou tentée par le Front National ou par Mélenchon, qui n'en peut plus. La France populaire sans doute, mais en même temps, on assiste depuis quelques jours à une montée. Mais outre les associations traditionnellement dans le rôle de la défense des migrants et tout ça, il y a par exemple Monseigneur Pontier pour les évêques de France qui a pris la parole pour dire il faut plus d'humanité. Il y a un certain nombre quand même depuis quelques jours de critiques qui montent. Est-ce que c'est pas dangereux pour l'exécutif? Alors, il y a deux remarques sur Macron. On a vu, j'espère que Jérôme Jaffray ne me contredira pas, récemment, sa cote de popularité remonter.
des opinions favorables. Confirmé encore par le baromètre Figaro Magazine de ce week-end. Je n'ai pas eu encore le plaisir de lire, mais je le ferai demain, évidemment. Moi, je fais une hypothèse, c'est une hypothèse. Je pense que sa bonne tenue et même sa remontée dans l'opinion n'est pas due aux facteurs économiques, sur lesquels il y a eu de la contestation, sur lesquels il y a des débats, la politique fiscale, on se rappelle, les APL, etc., mais sur deux politiques ou deux annonces pour le moment, mais qui apparaissent comme quelque chose de tout à fait nouveau dans le paysage, la politique de l'immigration. Et on verra qu'il ne la lie pas à d'autres questions qui sont proches sur la souveraineté nationale, sur la laïcité, etc. Il l'isole, et c'est le ministre de l'Intérieur qui est en charge, et sur l'éducation, c'est-à-dire les annonces faites par Jean-Michel Blanquer. Je pense que c'est là-dessus qu'il y a quelque chose qui est vraiment une rupture par rapport au quinquennat précédent et qui marque quelque chose de très différent de la part d'Emmanuel Macron. On s'était trompé sur quand quoi on avait ne dit l'attendait qu'Emmanuel pas. Macron était peut-être un peu faible sur les sujets sociétaux. C'est contradictoire, c'est contre-intuitif par rapport à une position qu'on estimait plus généralement, au sens très large du terme, libérale philosophiquement. Et la deuxième remarque très vite sur la question de la politique d'immigration, c'est qu'on peut espérer plutôt que les couvertures et le débat un peu superficiel, justement moral, la réduction ad littlerum, etc., on peut espérer que pour la première fois depuis très longtemps, la France va enfin, parce qu'on est tous en Europe, évidemment dans une crise migratoire, et ça ne va pas s'arranger, on parle des réfugiés climatiques, etc., donc qu'on va enfin pouvoir rouvrir un débat sur qu'est-ce que c'est que la politique de l'immigration dans ce pays. Qu'est-ce qu'on veut ? Qui veut quoi? Que veulent les Français? Comment faut-il procéder? Est-ce qu'il faut des quotas de migrants? Est-ce qu'on s'intéresse à la question du travail? Combien on accepte de réfugiés? Et les conditions dans lesquelles on les accueille. Parce que l'idée d'humanisme dont on parlait tout à l'heure est essentielle. Aujourd'hui, quand on a vu, il suffit d'habiter Paris, mais on peut voir ça dans d'autres villes, les conditions de vie de gens qui sont dans la rue. Moi, j'étais allé voir à l'époque, il y a quelques mois, à la porte de la Chapelle, mais c'était abominable. On ne peut pas traiter des gens comme ça. Et je connaissais aussi le camp de Grande-Sainte, à côté de Dunkerque. Ce n'est pas possible. Pour un débat apaisé, selon vous. Le débat ne sera pas apaisé, mais il faut un débat. C'est un grand débat national. C'est une question essentielle pour le pays. Voilà. Et c'est en ce sens que c'est quand même un risque pour Emmanuel Macron, ne nous cachons pas. À partir du moment où il y a un débat sur des positions extrêmement clivées, nous sortons de la position d'En Marche qui consiste à occuper à la fois un terrain d'une partie de la gauche, du centre, et d'une partie de la droite, ce qui est la réussite de Macron depuis le début. Or, nous avons une situation, par exemple, le sondage ELAB était intéressant, qui est paru il y a 2-3 jours. La question de la politique d'immigration et du droit d'asile est en deuxième place dans les priorités des réformes, ce qui est extrêmement important. C'est extrêmement important. Extrêmement important, mais quand on regarde la confiance dans le gouvernement pour traiter ces réformes, c'est en 10e place. Raison de plus c'est pour lui quasiment pour se montrer ferme dernier. là-dessus. Oui, mais se montrer ferme, en même temps, n'oublions pas que, vous parliez d'humanisme, Laurent Bouvet, c'est vrai que ça reste une question. Quand on a des reportages télévisés sur des migrants qui, en basket, traversent les Alpes dans la neige, nous sommes dans une situation d'inhumanité intolérable. Il faut se souvenir de Jean-Louis Debré et de l'évacuation de l'église Saint-Bernard. Tous les sondages étaient pour dire fermeté, fermeté sur l'immigration. Mais si vous avez une affaire dramatique qui se produit, vous savez, l'immigration, il y a une position de principe que prennent les gens, elle est dure. Et quand ils rencontrent les cas humains, c'est pas tout à fait la même chose. Et c'est là où, évidemment, pour tout gouvernement, il faut faire très attention, d'où la question des centres d'hébergement d'urgence. Si nous avons un drame dans un centre d'hébergement d'urgence à cause des contrôles, ce sera un vrai problème, parce qu'à ce moment-là, vous aurez une réaction humaine forte. Alors, on va écouter Benoît Hamon, justement, sur cette circulaire prévoyant un recensement des migrants dans les centres d'hébergement d'urgence. On l'écoute, Benoît Hamon, et on en reparle tout de suite. Le ministre de l'Intérieur demande demain quoi? À ce que dans des centres d'hébergement où en France on applique quoi? Le droit inconditionnel à être hébergé quand vous êtes dans la nécessité. Fort heureusement en France, si vous êtes à la rue, on ne vous demande pas votre carte d'identité, votre statut, on vous héberge. C'est un droit de la République. Ça veut dire tout simplement qu'il n'y a plus d'inconditionnalité, ça veut dire qu'on trie ceux qu'on héberge et ceux qu'on rejette à la rue ou qu'on veut expulser. J'ajoute qu'à la question du jour posée par le Figaro sur faut-il recenser les migrants et les demandeurs d'asile dans les centres d'hébergement d'urgence, la réponse était à 96% oui.
Voilà. Donc, cette circulaire et ces contrôles à venir, parce qu'ils n'ont pas vraiment commencé dans les centres d'hébergement, ça peut être un point d'achoppement véritable si effectivement, comme le disait Jérôme Jaffray, il y a un drame, ou pas de drame d'ailleurs. Mais des médias, des associations, des relais d'opinion qui seront faits. Mais l'immense majorité des Français jugent ce débat surréaliste. Qu'est-ce que c'est qu'un centre d'hébergement d'urgence? C'est une structure publique de l'État qui, aux frais du contribuable, et c'est l'honneur de la France, protège un certain nombre de gens qui sont dans la rue, qui sont en difficulté. Mais c'est quand même la moindre des choses que l'État qui protège, qui nourrit, qui abrite des gens, sache qui protège, qui l'abrite, qui nourrit. Enfin, c'est quand même invraisemblable de se dire, qu'est-ce que dit Hamon? Hamon, il dit c'est un sanctuaire. Mais on n'est pas au Moyen-Âge. Les travailleurs sociaux, ce n'est pas un nouveau clergé, ce n'est pas une nouvelle église qui ferait sa loi à côté de la loi. Il y a la loi, l'État a la responsabilité d'héberger les malheureux qui sont dans la rue, mais il n'a pas le devoir inconditionnel de les garder en France toute leur vie. Ce n'est pas vrai. Il regarde, on les met à l'abri. Une fois qu'ils sont à l'abri, on dit vous pouvez rester, vous pas. C'est quand même la moindre des choses. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une forme d'hypocrisie du gouvernement qui dit non, on va juste recenser, mais on ne fera pas le tri après mais évidemment qu'il faut faire le tri, mais c'est normal. Évidemment, il faut faire le tri. Mais cette question, elle divise pas seulement. Enfin, c'est pas seulement pour agiter les médias de gauche, les hommes politiques de la gauche ou les associations. C'est une question qui divise aussi la majorité parlementaire d'Emmanuel Macron. Donc c'est pour ça que c'est compliqué. C'est pas tant l'opinion publique, etc., qui effectivement, quand on voit les sondages, considère qu'il y a trop d'immigrants en France à une majorité dans les 60% à peu près. Mais c'est aussi parce qu'aujourd'hui, la majorité la majorité parlementaire d'Emmanuel Macron est divisée sur cette question, est très divisée. Et c'est ça l'enjeu, quand même. Ouais, ils font pas la révolution contre Macron là-dessus. Ils font peut-être pas la révolution, mais on a vu les velléités de constitution d'un mini pas les frondeurs, groupe. C'est pas encore les frondeurs, nous dit Alexis. Je salue les internautes. Rosemary qui nous dit si Macron veut être le leader de l'Europe, il faudra qu'il cède sur l'immigration. Le droitiste qui nous rejoint aussi, fidèle, la question de l'immigration doit être posée sans tabou, il faut en parler. Et l'artichaut. L'artichaut se demande, lui, un quota de migrants pour les bonnes âmes, c'est possible. Un peu d'ironie. Bazambi qui dit on est 4 millions d'immigrés français vivant à l'étranger, pourquoi on les qualifie, les 4 millions d'immigrés français vivant à l'étranger, pourquoi on les qualifie d'expatriés? Je vous propose maintenant de passer à notre deuxième thème. Il est un peu lié sur la question justement de la majorité. C'est Christophe Castaner à la tête de La République En Marche. Est-ce qu'il fait le job? La République En Marche reste un petit peu un ovni en politique. Il n'est pas simple de diriger ce mouvement qui revendique 400 000 adhérents mais qui reste à structurer. Une vraie auberge espagnole, reconnaît d'ailleurs la secrétaire d'État Marlène Schiappa dans un article que Mathilde Sureau, journaliste du Figaro, y consacre demain. À la tête de tout cela depuis fin novembre, donc Christophe Castaner, il en a la carrure a priori mais n'est pas au bout de ses peines. Alors justement, ces voix dissidentes qu'on entend sur le projet de loi sur l'immigration, ça peut être une difficulté? Écoutez, effectivement, dès lors qu'il y a des débats qui peuvent traverser En Marche, il y a un problème d'unité, d'homogénéité du mouvement qui vient et de gauche et de droite, comme chacun sait. Et Macron s'en est réjoui en réconciliant et la gauche et la droite. Mais si vous avez une forte opposition sur des thèmes de gauche et de droite, vous avez forcément une cassure qui peut commencer à opérer au sein du mouvement En Marche. Ça, c'est un des soucis dans ce débat sur l'immigration, évidemment, pour Emmanuel Macron et pour Édouard Philippe. Il faut arriver à trouver... Alors, on parle beaucoup de cette affaire de centre d'hébergement d'urgence, ça n'est qu'une circulaire, ce n'est pas dans le texte de loi. Et un membre du gouvernement récemment me disait qu'en fait, ça se pratiquait déjà avant cette circulaire. Je me suis permis de lui faire observer, alors pourquoi avoir pris cette circulaire qui met le feu aux poudres? C'est très maladroit, finalement. Pour régulariser, en fait, pour réguler les pratiques, en fait, pour aligner les pratiques. On voit bien qu'à partir du moment où vous mettez par écrit quelque chose qui se pratiquait et qui il y a un recours devant le tribunal administratif et la mesure est annulée. Donc. Mais enfin, ça fonctionnait. Ça fonctionnait sans être... Parce que le message qui est envoyé est un message d'inquiétude pour les gens qui peuvent aller dans les centres d'hébergement d'urgence et qui, à ce moment-là, se retrouvent dans la nature et dans les conditions épouvantables, Laurent Bouvet, que vous rappeliez en parlant de la porte de la Chapelle. S'agissant de Castaner lui-même, puisque vous posez la question sur Christophe Castaner, le problème quand même, c'est que tout est dans le verre et dans le fruit à partir du moment où il cumule la fonction de ministre et la fonction de responsable du parti. Est-ce qu'on l'écoute quand il parle comme
membres du gouvernement, tenus à une absolue solidarité, car évidemment, la moindre écart de propos, c'est inacceptable. Ou bien est-ce qu'il parle en tant que chef de parti qui exprime ce que pense et ce que veut En Marche, là, avec une certaine, évidemment, marge d'écart entre le parti et le gouvernement? Eh bien, à partir du moment où Castaner est à la fois ministre des Relations avec le Parlement et chef de parti, il y a un problème. Laurent Bouvet. Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec ce dernier point. J'y ajoute celui-ci, En Marche et le projet d'Emmanuel Macron, c'est essentiellement, et de gauche et de droite, c'est essentiellement constitué autour des questions économiques. On a regroupé des gens qui étaient plutôt pro-européens, qui étaient plutôt pour une libéralisation de l'économie, sans mettre de qualificatif plus ou moins péjoratif sur ce terme, je le constate. Donc ça s'est fait sur ces questions. Sur des questions non économiques, sur ce que moi j'appelle les questions culturelles identitaires, pour aller vite. Il n'y a pas eu de débat, de discussion, de constitution. Dans le projet d'Emmanuel Macron. Il y a eu des positions du candidat et puis, qui est devenu le président. Il a fait des interventions pendant sa campagne, mais il n'y a pas eu et on le voit, on va en parler plus tard sur la laïcité, c'est un des défauts, un des points, un des angles morts. Il y a eu comme ça, sur ces questions, la question de la souveraineté, de la frontière. Alors il parle de souveraineté européenne, etc. On est dans une incertitude, d'autant que vous voyez, il y a un vide, un calme plat en Allemagne. Il tombe dans un calme plat allemand du fait, évidemment, des difficultés de constitution du gouvernement. Oui, il ne se passe rien pour le moment en Allemagne. Il ne se passe rien, c'est le calme qui peut précéder la tempête. Non, mais on est d'accord. Mais bon, il tombe un peu dans cette situation qu'il n'avait pas, évidemment, anticipée. Sur les questions de l'immigration, on l'a dit, sur les questions de la laïcité, sur toutes ces questions qui sont qu'est-ce que c'est qu'être français aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est que le commun? Ces questions n'ont pas été traitées dans la campagne parce qu'Emmanuel Macron n'était pas naturel sur cette question. Oui, peu importe. Enfin, en tout cas, il ne les a pas mises en avant. Et puis les candidats qui auraient pu les mettre en avant dans le débat présidentiel, Manuel Valls côté socialiste, François Fillon ou Marine Le Pen, dans des genres très différents, il ne s'agit pas de les mettre dans le même groupe, bien évidemment, n'ont pas pu, pour les raisons qu'on sait chacun différemment, poser ces questions dans le débat et faire vivre ce débat. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des angles morts et on se retrouve, pour Emmanuel Macron, La République En Marche, au pouvoir. Il se retrouve au pouvoir en train de devoir traiter ces questions avec des élus de La République En Marche qui viennent de traditions différentes et qui, sur ces questions, n'ont pas de doctrine. Voilà, donc on est dans une difficulté. Un manque de doctrine. Oui, moi je suis d'accord avec vous. Et non seulement ça n'a pas été traité pendant la campagne, mais même depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, il a tenu un discours contradictoire de celui de son ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, y compris même le jour même où à Bruxelles, où Emmanuel Macron donnait un discours très ouvert, etc., auprès de Angela Merkel, alors que son ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, qui était à Calais le même jour, tenait un discours tout à fait différent et de fermeté. Donc jusqu'à aujourd'hui, donc où on parle du projet de loi, il y a eu une dichotomie entre les petits discours de Macron sur la question et les positions du gouvernement. À ce point qu'aujourd'hui, maintenant, l'Élysée est obligé de remettre les pendules à l'heure et de dire mais il n'y a pas une feuille de papier entre Macron et Collomb. Pourtant, Alexis, à l'Élysée, le gimmick, c'est de nous dire c'était dans le programme, ce projet de loi. Oui, il n'empêche que c'est vrai, il y a un problème de la cohérence ou de l'explicitation d'une cohérence qui était dans l'implicite, et je pense de la part de Macron volontairement dans l'implicite, du macronisme. Si on veut être exact, les problèmes de cette cohérence se posent beaucoup plus à Richard Ferrand, le patron du groupe, parce que là, des divergences peuvent s'exprimer. Je ne crois pas qu'elles iront jusqu'à la dissidence, etc. Les gars, ils arrivent, ils ne comprennent pas grand-chose, ils sont tout contents d'être là, ou pas contents, ou très déçus. Ça n'allait pas me faire des ailes. Non, mais il n'y a pas... Pour monter une fronde contre le président de la République, il faut avoir du métier, il faut avoir des appuis, il faut connaître la musique. C'est très difficile. Mais n'empêche que là, peuvent s'exprimer, et s'expriment déjà un certain nombre de divergences idéologiques, conceptuelles, etc. Pour ce qui est des militants de marche, ce n'est pas du tout le problème. Le problème de Castaner, ce n'est pas celui-là. C'est de faire exister ce gigantesque machin qui est né pendant une campagne derrière un gars qui s'appelle Macron et qui maintenant ne sert plus à rien et d'autres qui ne sait pas faire exister. C'est très compliqué d'être le patron du parti du président. C'est une punition sous la Ve République. Il faut se rappeler Hollande qui avait été sous Mitterrand, Jospin qui avait été sous Mitterrand, Hollande qui avait été sous Jospin. À chaque fois, c'est l'enfer d'être le patron. Et là, a fortiori avec quelque chose. Et là, il se retrouve à la tête
tête d'un parti qui n'est pas un parti, qui est un parti de supporters, qui s'est constitué à l'occasion d'une élection pour porter quelqu'un au pouvoir sur une intensité, une adhésion psychologique, etc. Et donc maintenant, ces gens sont là, et le malheureux Castaner se donne beaucoup de mal, mais là, construire un appareil politique à partir d'un mouvement de supporters, c'est extraordinairement difficile et à mon avis impossible. Un mouvement de supporters qui en plus a été vidé de ses cadres, qui sont tous partis soit au gouvernement, soit au Parlement, etc. Enfin 400 000, mais dans les actifs, il y en a beaucoup moins. Donc les gens sont rentrés chez eux, ils ont fait leur job, ils ont fait la course des militants. Et la difficulté au-delà de ça, c'est la préparation des élections municipales et européennes qui arrivent à vitesse grand V. Il y a beaucoup d'activités au niveau local, il y a des gens qui discutent, qui sont heureux de se retrouver, etc. C'est un mouvement, pardon, je dis c'est un parti, c'est pas véritablement un parti au sens classique, évidemment. C'est un mouvement qui a une vie propre, mais qui paraît assez détaché finalement de l'activité institutionnelle. On n'est pas dans une articulation classique. Et ça s'explique très simplement, parce qu'un groupe parlementaire qui en fait est un club de supporters ne joue pas du coup le rôle de lien entre le législatif et l'exécutif qui est le propre de la vie parlementaire. La vie parlementaire, du coup, et je suis d'accord là-dessus avec Alexis Brézet, ça ne pourra pas déboucher sur une vraie fronde, puisqu'en réalité, on n'est pas dans une situation où il y a un rapport entre le législatif et l'exécutif véritable. La question centrale pour l'avenir d'En Marche, c'est que leur bréviaire, c'est le programme Macron, dont ils considèrent qu'au bout de 2 ans, il aura été appliqué. Mais un quinquennat dure 5 ans, je me permets de le rappeler. Ce qui veut dire qu'en 3, en 4 et en 5, enfin en 5 on est dans les élections, mais en 3 et en 4, vous avez le problème qu'il n'y a plus le lien entre le bréviaire et, puisqu'on parlait du sanctuaire tout à l'heure, et que nous sommes dans le cadre du Figaro quand même, qui maintient, j'imagine, un certain taux de catholiques pratiquants parmi ses lecteurs. Donc, nous avons cette situation où il y aura une rupture entre le programme appliqué et puis maintenant le macronisme pour la suite. Eh bien, en tout cas, vous êtes 70%, c'était notre question du thème sur Castaner. Fait-il le job? Est-il un bon délégué général? 70% estimaient que oui. Ce n'est pas l'avis de notre vous êtes très généreux, internaute Orvik, qui considère que Castaner est un peu médiocre, un peu cogneur. Mais ça semble bien pour un porte-parole de parti, nous dit Orvik, une personne qui fera le travail sans faire de l'ombre. Eh bien, écoutez, on va, avec effectivement la rivalité un petit peu qu'on a évoquée avec Richard Ferrand. C'est pas les meilleurs amis du monde, Christophe Castaner et Richard Ferrand, et ça ne marche pas forcément dans le même sens. C'est souvent que ça a été comme ça dans l'histoire aussi, entre le chef du parti et le chef du groupe. C'est pas nouveau. Ils sont pas obligés de partir en vacances ensemble. En plus, ni l'un ni l'autre ne sont chefs. Enfin, c'est un détail. Le monde ancien n'est pas encore tout à fait mort. Je vous propose de parler de la Corse. La Corse, c'est donc les négociations en cours sur l'avenir de l'île. Dans ces négociations, le dossier des prisonniers est hautement symbolique. Les nationalistes réclament le rapprochement des détenus dits politiques, c'est-à-dire qu'ils soient incarcérés dans l'île. Alors est-il légitime qu'un jour Yvan Colonna et ses complices purgent leur peine à la prison de Borgo? C'est un vrai sujet de débat. Jacqueline Gouraud, qui est la Madame Corse du gouvernement, a, si l'on peut dire, entrouvert la porte. Voilà ce qu'elle en disait tout récemment. Vous le voyez à l'écran. Jacqueline Gouraud, qui est donc ministre auprès du ministre de l'Intérieur. Oui, bien sûr, le rapprochement est possible. La chancellerie, c'est-à-dire le ministère de la Justice, étudie au cas par cas la situation de ceux qui sont actuellement emprisonnés sur le continent en fonction de leur durée de peine et de leur comportement. Jérôme Jaffray, c'est grave, c'est légitime, c'est normal. Cas, le dossier Corse est un des dossiers les plus difficiles pour le gouvernement dans l'année qui s'ouvre. Un de plus, mais vraiment très difficile. Alors, on emploie l'expression nationaliste et je suis un peu étonné qu'on l'emploie aussi facilement. Parce que vous avez, en réalité, dans cette liste Simeoni qui a gagné très très largement les élections territoriales, ce n'était que des élections territoriales du mois de décembre, vous avez des indépendantistes avec Jean-Guy Talamoni et des autonomistes qui sont la grande majorité de la liste autour de Simeoni. On est donc dans une situation où le terme nationaliste est employé, me semble-t-il, de façon un peu exagérée, car il dirait que tout le monde est presque partisan de l'indépendance et d'une nation corse. Ce n'est pas le cas. Et donc, tout le débat est là. Il faut, il y a une demande, il y a une spécificité corse évidente.
qui est partagé par les îles de la Méditerranée. Hein. Les îles de la Méditerranée, elles ont à peu près tous, quel que soit le pays, toutes un statut particulier. Et donc il y a une demande, une spécificité corse qu'il faut reconnaître. Alors en même temps, vous posez la question des prisonniers. Là, je dirais que, Jacqueline Gouraud l'a dit, c'est au cas par cas. Le symbole absolu, c'est évidemment Yvan Colonna dans cette affaire. Si vous êtes dans une situation où un certain nombre de prisonniers... alors l'expression en plus de prisonniers politiques est un peu étonnante à employer parce que ce sont des prisonniers de droit commun. Non, vous ne l'avez pas employé. Mais la presse parfois reprend le terme, pas le Figaro en tout cas, mais de prisonniers. C'est des prisonniers de droit commun. La question symbolique, c'est évidemment Yvan Colonna. Je dirais pour les autres, en fonction effectivement de la durée et du comportement, ça ne provoquera pas la même importance. Laurent Bouvet, vous brûlez de répondre sur les prisonniers politiques, moi je suis... partisan à titre personnel d'une sémantique assez simple. Il n'y a pas de prisonniers politiques en France dès lors que nous sommes dans un état de droit où il y a une justice indépendante et qui prend même si le parquet peut être lié au pouvoir, ça c'est une autre question, mais qui prend ses jugements en conscience devant des faits, etc. Il y a des voies de recours, il y a la Cour européenne des droits de l'homme, même en dehors de la France si l'on le souhaite. Donc je crois pas de prisonniers politiques. Mais je crois que cette appellation, j'ai des collègues en sciences politiques qui utilisent ce terme. Donc je trouve ça assez... La question qu'on pose aujourd'hui sur le site du Figaro, on parle des prisonniers dits, ouvrez les guillemets, politiques. Voilà, je trouve que c'est une question sémantique, mais c'est une question qui a son importance. Sur le fond, je rattacherai ça à ce qu'on disait avant et ce qu'on dira sans doute après sur la laïcité. C'est encore une question culturelle, identitaire, qui n'a pas été traitée, où il n'y a pas de doctrine, où il n'y a pas de pensée particulière. Président de la République, mais peu importe, de la majorité, il n'y a pas eu de réflexion sur cette question. Or, aujourd'hui, on voit que toutes ces questions sont nombreuses. Toutes celles qu'on a abordées, on abordera la laïcité, mais les questions régionalistes, autonomistes, etc., sont très importantes. On voit que par rapport à la Catalogne, là c'est extérieur, mais c'est une question. On va avoir la question de la Nouvelle-Calédonie avec le référendum. Il y a des questions très importantes qui se posent. Donc, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui la France? Qu'est-ce que dit la France sur ces questions? Est-ce qu'on continue d'avoir un discours d'une République une et indivisible? Et dans ce cas-là, il n'est pas question de reconnaître la langue corse comme une langue spécifique, etc., même si elle peut être enseignée, elle est enseignée librement, et c'est très bien en Corse, comme il y a d'autres langues régionales qui sont enseignées. Mais elle ne peut pas devenir, il n'y a pas de co-officialité de la langue qui compte, il n'y a pas de prisonniers politiques, il n'y a pas... Voilà, il faut être rigoureux. Et avec, évidemment, des collectivités locales dues aux spécificités de la Corse qui peuvent avoir un statut particulier. Je crois que là, le statut, notamment dans le cadre duquel les élections territoriales se sont déroulées, est un statut déjà très confortable, très dérogatoire du droit commun français. Pourquoi pas? Mais aller au-delà me semble plus une loin. difficulté. Nathalie Funès, par exemple, le principe d'expérimentation qui a été finalement reconnu à la Corse là, récemment, en disant vous avez le droit à des expériences un petit peu qui n'ont pas cours sur le reste de l'Hexagone. Est-ce que c'est une bonne façon d'avancer sur ce dossier? On voit que là, sur le dossier, on se cache un peu derrière le petit doigt de la petite dizaine, je crois, de prisonniers. Il y en a une vingtaine, ça dépend des statistiques, mais enfin, c'est quand même, ils sont peu, à part le cas d'Yvan Colonna, hautement symbolique. C'est vrai que c'est quand même pas le dossier principal, parce que les Corses réclament des choses avec lesquelles le gouvernement n'est absolument pas d'accord, que ce soit un pouvoir législatif complètement assumé, la langue corse, etc. Et donc, effectivement, ça ne pose que des problèmes par rapport à la République française entière, quoi. Donc, c'est là où on arrive dans vraiment le point fort du débat. Alexis. Il y a quelque chose que je ne comprends pas bien, partant de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que l'autorité, la verticalité, le côté ferme de Macron est un des éléments de son succès, en tout cas dans les sondages. Pourquoi, dans cette affaire corse, se sont-ils jetés comme ça au cou des nationalistes, indépendantistes, autonomistes corses? C'est un peu curieux. C'est-à-dire que, oui, la doctrine n'est pas claire et pas clarifiée, parce que la nation, la patrie, dont Macron parle maintenant dans ses vœux, ne font pas partie, en tout cas, de ces invariants, du cadre structurel de sa pensée, de la campagne. Il parlait de démocratie, de liberté, d'efficacité, mais ça ne fait pas partie du cadre a priori qu'il a de pensée. Bon. Mais ils ont déjà trop cédé, selon vous? Je ne comprends pas la méthode qui consiste à envoyer Mme Gouraud
dire oui, tout va bien, on va changer la Constitution, c'est quand même... Attendez, là, Oui, je crois qu'elle s'est fait un peu rouler, Mme Gouraud, dans la farine. Non, je pense qu'elle s'est fait parce que, engueuler, moi, je vais vous dire. Je pense exactement le contraire. Non, je crois qu'elle n'avait pas un cahier des charges ou une lettre de mission très claire. D'où le problème. Elle est allée là-bas, elle a dit, écoutez, oui, on va discuter, pourquoi pas, la langue, oui, etc. Elle est revenue, on lui a dit, non, il n'y a pas de Le question. soir même, en fait, c'est du matin. Donc voilà, c'est tout. On a juste vu que c'était pas du Ce qui s'est passé d'un mot, c'est la déclaration du président de l'Assemblée corse, Jean-Guy Talamoni, qui a un peu roulé dans la farine Mme Gouraud, en disant chic, c'est formidable, la voie de la révision constitutionnelle est ouverte. Je ne suis pas sûr que Mme Gouraud ait été aussi claire que cela. Elle ne dit pas du tout non. Elle attend le soir pour dire non, à mon avis, parce qu'elle s'est fait engueuler au téléphone entre les deux. D'où ma question. Pourquoi, quand on n'est pas prêt, quand on ne s'est pas fixé une pensée, de se jeter là-bas, d'y aller, de dire maintenant on va accueillir Talamoni, Simoni la semaine prochaine, on va leur dérouler le tapis rouge, etc. Il n'y a pas le feu non plus. Vous êtes contre des discussions avec les responsables corse? Je pense que quand on discute avec des gens, et notamment qui ont une idée, et après tout qui peut, de leur point de vue, peut se défendre, il faut savoir soi-même ce qu'on veut. Et parler avec des gens quand on ne sait pas ce qu'on veut, c'est le meilleur moyen de se faire entraîner dans un truc dont on ne connaît pas la fin. Et là, j'ai un peu le sentiment qu'il y a une espèce d'engrenage, pas contrôlé, où on dit oui. Juste un mot, il n'est pas interdit d'être intelligent et de faire de la politique et de voir qu'entre Simeone et Talamone, il y a des différences et qu'on peut éventuellement jouer de ce que disait très justement Jérôme Jaffray tout à l'heure est très, très important. Ce ne sont pas le même type d'autonomistes ou de régionalistes, les deux. Il y a des différences fondamentales, y compris dans l'habileté politique des deux. Parce que je pense que Simeone est un véritable politique d'une grande ampleur, beaucoup plus grande que Talamone, qui est quand même beaucoup plus limité. Exemple de ces divergences entre les deux, Emmanuel Macron doit aller en Corse le 6 février pour l'anniversaire entre guillemets de l'assassinat du préfet Erignac. Et Jean-Guy Talamoni a dit qu'il n'assisterait pas aux cérémonies, alors que Gilles Simoni, lui, participera. Donc mais en même temps, le choix de cette date, ça n'est pas rien. Emmanuel Macron ira en Corse pour le 20e anniversaire de l'assassinat du préfet Erignac, ce qui est évidemment un message clair aussi que l'État existe, y compris en Corse. Sinon, ce déplacement n'a aucun sens. Et en même temps, et faire évoluer le statut de la Corse pour tenir compte de la spécificité de cette île, ça ne paraît pas aberrant, et éviter qu'on arrive... Oui, mais il devra encore évoluer d'une certaine façon. Au cas par cas, c'est déjà le cas, là encore. Ça existe déjà. Donc, voilà, il y a un côté un peu incontrôlé, improvisé dans cette affaire qui, moi, m'étonne. Eh bien, écoutez, on en reparlera. Je vous propose encore de répondre à cette question, de voter. Le gouvernement cède-t-il aux nationalistes à propos des prisonniers corses? Et nous avons le droitiste qui continue de nous suivre et qui estime qu'il serait choquant de libérer Colonna maintenant. Depuis la Seconde Guerre mondiale, aucun préfet de la République ne libérait Colonna. Non, mais la question se pose. Non, mais la question se pose parce que demain, Yvan Colonna conteste son statut de détenu particulièrement surveillé devant le Conseil d'État. Et ce statut de détenu particulièrement surveillé, d'abord, empêche un rapprochement et deuxièmement, empêche une éventuelle libération conditionnelle qui ne pourra intervenir de toute façon qu'en 2021 ou 2022. Voilà, bon. Il y a encore un peu de temps, mais ce n'est pas totalement non plus dans des horizons très lointains. Bon, écoutez, on va parler de laïcité. Laurent Bouvet, a priori, le président de la République un sujet qui fâche pas. a renoncé à prononcer un grand discours sur ce thème. Il a déjà tout dit, affirme son entourage. La vraie raison, sans doute, c'est que le sujet est un piège. Non seulement il est complexe, mais il est devenu épidermique. Il n'y aurait que des coups à prendre. Alors, Laurent Bouvet, vous êtes donc le cofondateur du Printemps républicain qui avait animé les rencontres ce samedi aux Folies Bergères sur Toujours Charlie. Vous regrettez qu'Emmanuel Macron ne prononce pas un discours fondateur, définitif Alors, est-ce que ça aurait été un discours définitif? Est-ce qu'il n'aurait pas, dans son discours, ménagé des positions? Je pense que s'il avait fait un discours, il l'aurait fait plutôt, connaissant un peu la pente du président, il n'aurait pas comme ça pris une vision de la laïcité et qu'il aurait... Bon, je crois il fait attention, il est très prudent et c'est pas forcément mauvais que le président de la République fasse attention sur de tels sujets. C'est pas lui qui définit la laïcité. Il en est le garant, parce qu'il est le garant de l'ordre constitutionnel et institutionnel, et il a affaire à aujourd'hui un débat
très important. Sur la laïcité, pour être rapide, parce que c'est un grand sujet qui me passionne bien évidemment, mais il y a depuis longtemps maintenant une évolution, on le voit notamment au Conseil d'État, dans la haute structure de la justice administrative, une évolution qu'on peut appeler plutôt libérale, au sens général, un peu pas seulement anglo-saxon, mais le libéralisme, philosophie générale d'interprétation de la laïcité. C'est-à-dire de dire que la laïcité est d'abord une liberté, la liberté d'exercer, de vivre sa croyance, de croire et de vivre sa croyance librement, avec un État neutre qui ne doit pas interférer. Ça, c'est une vision libérale. Et puis, il y a une autre vision, qui est une vision qui a été un peu mise de côté. Il y a des raisons historiques à ça depuis le début des années 90, notamment dont un des grands penseurs incarne cette évolution vers la laïcité libérale, qui est Jean Bobéro, qui a un peu donné le là depuis une vingtaine ou une trentaine d'années en termes de laïcité, notamment dans les hautes sphères administrative, etc., du pays. L'autre vision, c'est une vision plus conforme à ce qui s'est passé historiquement en France, pas seulement autour de 1905, mais de manière plus générale, qui est une vision plus républicaine, de dire que la liberté, ce n'est pas la liberté religieuse, mais c'est la liberté de conscience, qui inclut la liberté religieuse, la liberté de religion, que l'État garantit cette liberté et que pour la garantir, il doit être neutre par rapport à l'ensemble des cultes, mais que les cultes n'ont pas non plus à intervenir dans l'État ou à faire pression sur l'État. Et que à la fois l'individu et l'État, si vous voulez, sont protégés de l'effet des cultes et que l'on a comme individu le choix tout à fait libre de sa conscience et de l'exercice de son culte, et les conditions de cet exercice doivent être garanties dans les limites de l'ordre public. Donc c'est une notion de liberté publique, qu'on oublie un peu, mais qui n'est pas la liberté libérale sur ce thème dans le droit politique républicain français. D'écouter Manuel Valls, qui, on le sait, a une conception assez ferme de la laïcité, on va dire. Républicaine. Et républicaine, c'est vous qui l'ajoutez, et Laurent Bouvet. Son donc style, Manuel Valls, son style sur Europe 1, c'était mardi. Sa conception est républicaine. Je ne comprends pas l'idée d'une laïcité radicalisée. D'abord, d'une manière générale, je n'aime pas les adjectifs attachés à la laïcité. La laïcité ouverte contre la laïcité radicalisée, comme l'a dit drôlement Elisabeth Badinter samedi à l'occasion d'un grand rassemblement républicain, la laïcité même intégriste, drôle d'oxymore. Donc non, ça je ne l'accepte pas. C'est une manière d'ailleurs de déqualifier, de disqualifier les avocats, les défenseurs de la République et de la laïcité. Alexis, pas de qualificatif à la laïcité. Quand il parle de laïcité radicalisée, il fait allusion à une Macron. phrase que Macron aurait prononcée devant des propos rapportés quand les Macron responsables reçoit religieux. les responsables religieux. Il leur aurait dit « Oh là là, il ne faut pas que la laïcité se radicalise ». Ce qui, évidemment, extraordinairement, s'il l'a dit, extraordinairement, je dis, il n'a pas démenti non plus l'avoir dit. Ni confirmé. Ni confirmé. Mais pas démenti, c'est déjà quelque chose. Ce qui est extraordinairement malheureux, par les temps qui courent. Enfin, aujourd'hui, les radicalisations que craignent les Français, c'est pas là. C'est le mot radicalisation. Bah oui, le mot radicalisation. Qui est quand même très problématique. L'idée qui est une laïcité qui puisse être excessive ou sectaire, on peut en discuter. Mais en tout cas, le mot radical radicalisation, bon, c'était pas très bien choisi. Mais c'est intéressant quand même parce que ça dit quand même quelque chose du fond, en tout cas du point de départ de Macron, c'est que au départ et pendant la campagne, et puis ça ressort, il était plutôt dans la première conception de la laïcité libérale dont parlait Laurent Bouvet. C'est-à-dire que lui, il est plutôt intuitivement, spontanément, dans cette idée de laïcité ouverte, laïcité inclusive, où tout le monde s'entend, tolérance. Oui. Alors, en poussant le truc, on dit un peu communautariste sur les bords. Non, bon, c'est caricatural, je l'ai dit moi-même. Mais enfin, il est quand même là. Enfin, le point de départ est là. Je pense que sur ce point, je dis bien le point de départ, je pense que comme sur ce sujet-là, comme sur l'immigration, il est en pleine évolution. Hop, il est passé en dessous. Et donc de ce point de vue, plus il sort tard, plus il a le temps de faire du chemin par rapport au point de départ. Oui. Donc de ce point de vue, je pense que plus il parle tard, mieux c'est. La brasse coulée d'Emmanuel Macron, selon Alexis Brézé et Nathalie Funès, ça vous parle? C'est vrai que jusqu'à maintenant, il était dans une conception assez libérale de la laïcité, mais on voit aussi percer chez lui une importance du fait religieux dans la société qui s'accentue. Qui est assez nouveau de la part d'un président de la République, parce qu'il a dit, je cite de mémoire, la République est laïque, pas la société. Il fait part souvent du fait qu'il a été baptisé à 12 ans, de ses aspirations religieuses. Et donc, du coup, on voit qu'il y a une petite orientation de la part d'un président de la République, ce qui est nouveau, effectivement. L'idée de nommer Dominique Schnapper à la tête d'un conseil des sages de la laïcité. J'en suis membre.
dont Ah bah, Laurent je- Bouvet, je- vous êtes Alors, également membre. conseil Alors, on ne va des pas vous sages, demander alors. votre avis. Je ne suis pas sage, mais j'en suis membre. On s'est réunis une première fois et voilà, et on va travailler dans le cadre Notamment de l'éducation nationale. pour l'éducation, hein, c'est ça. Voilà, tout à fait. C'est dans le cadre du ministère de l'Éducation. Mais là, ce sont nationale. des actes, parce qu'on reproche souvent en disant sur la laïcité, Mais il ne se c'est- passe pas grand-chose. C'est particulièrement important dans le domaine de l'éducation. Il y a Oui, eu c'est une la- enquête de l'IFOP récemment faite pour la Fondation du judaïsme sur le problème des enseignants et de faire accepter un certain nombre de choses dans les classes en séparant, si vous voulez, l'échantillon représentatif et puis les zones sensibles où la présence de jeunes musulmans est particulièrement importante. Et là, on voit des problèmes d'enseignants, mais des différences de 15 à 20 points, par exemple, sur la difficulté d'enseigner la Shoah, sur la difficulté... Ou la science. Ou la science, les oui. sciences, par exemple, qui font que le problème dans l'éducation est un problème immédiat majeur. Sur Macron, si vous permettez d'un mot... On est déjà dans le rouge, Herbe Lafrey, donc il faut Bon, bah vraiment alors, d'un mot. je Un mot. renonce à Non, mon non. mot, mais je dirais que son souci, me semble-t-il, je suis assez d'accord avec Steve Brézet sur son point de départ et son évolution. En même temps, il ne veut pas faire du Valls. Et c'est son souci. Pas faire du Valls parce que Valls qui était très bien parti sur le sujet juste après les attentats de novembre 2015, eh bien, il a dérivé et brutalisé le débat dans la société française. Et ça, le souci de Macron, me semble-t-il, c'est de ne pas l'apaiser. faire du Valls. Eh bien, merci beaucoup à tous les quatre. Juste un mot pour dire que le livre posthume de Jean d'Ormesson, avec ce titre « Et moi je vis toujours », titre qui sonne comme un clin d'œil d'outre-tombe, est donc sorti aujourd'hui. Merci et à demain pour un nouveau point de vue.